Imaginez, je vous dis en français, je parle tous les soirs à la maison à 5 heures anglais. Là, vous dites, OK, tu parles anglais tous les soirs à la maison à 5 heures, c'est ça? Et oui, donc on comprend la phrase, mais honnêtement, c'est horrible. Et c'est la même chose en anglais. Si vous ne mettez pas les mots dans le bon ordre, catastrophe. Heureusement, voici la solution. 6 règles claires à connaître. Alors, ce n'est pas théorique, bien sûr. On va voir concrètement comment ça se passe pour être sûr de faire une phrase dans le bon ordre dans la langue de Shakespeare. So, let's do it! Let's go! La première chose à savoir, c'est quand on a une affirmation, dans quel ordre on met les mots de manière globale. Même chose quand on a une question. Et vous vous souvenez peut-être d'un acronyme dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes qui était SVO. Alors, je ne vous mets pas des acronymes parce que c'est technique et ça fait bien, mais simplement parce que c'est beaucoup plus facile à mémoriser. Pourquoi? 3 lettres pour vous souvenir de 3 mots. SVO stands for Subject, Verb and Object. OK? And ASV, c'est Auxiliary, Subject and Verb. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez une affirmation, c'est une phrase qui est ni une question ni une phrase négative, d'accord? Vous mettez d'abord le sujet, le verbe et l'objet. Un peu, voire même tout à fait, comme en français. Par exemple, je parle à Henri. Vous voyez, je, sujet, parle, verbe, à Henri, object. He plays the guitar. Alors, pourquoi j'ai mis la parenthèse ici? Je voulais la mettre ici. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, sujet, verbe, object, the guitar. En anglais, quand on joue un instrument, attention, il y a une petite subtilité. Enfin, une subtilité tout court, puisqu'elle est déjà petite si c'est une subtilité. To play the piano, par exemple, on met the. OK? Mais alors, en anglais américain, quand c'est plus relax, notamment à l'oral, vous aurez beaucoup de locuteurs qui enlèvent le the et qui vont dire he plays guitar, he plays piano. Donc là, du coup, ça devient beaucoup plus naturel pour nous francophones, mais il faut bien avoir en tête pourquoi. Autre exemple. They watch movies. Subject, verb, object. Et si vous faites une négation, ben là, vous mettez votre groupe verbal à la négative. He doesn't play the guitar. They don't watch movies. Bon, ça, c'est vraiment la structure globale. Pour les phrases affirmatives, et donc on a vu en filigrane des phrases négatives. Et donc pour les questions, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, chers amis, vous avez besoin d'un auxiliaire ou même d'un modal. Ici, c'est un modal au début pour formaliser la question, pour dire en fait à quel temps on parle. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est did, là c'est le passé, là c'est will. C'est pour exprimer le futur. Et après, vous mettez votre sujet, votre verbe et éventuellement votre objet. OK? Donc là, modal, sujet, objet. Donc là, c'est plus un SVO, là, c'est un MSO et en fait, ASVO, là, MSO. Souvenez-vous simplement de ceci, ça suffit. Vous savez que pour le futur, c'est will, boum, vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est un modal, que ce n'est pas un auxiliaire, on s'en fiche. Mais attention, j'ai barré ici est-ce que, parce que quand vous voyez est-ce que, il y a un énorme problème. Vous avez tendance à vous dire, il va falloir utiliser le verbe to be. Non, 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 non. Donc, ce que vous faites, vous enlevez est-ce que, vous faites l'inversion verbe-sujet en français. Je parle du français ici. Donc, l'as-tu appelé? Vous vous dites, OK, là, c'est le verbe appeler. Donc, il n'y a plus to be, c'est to call. Et on sait que, par exemple, au présent ou même au passé, donc au présent, ça sera l'auxiliaire, ça sera soit do, soit does. Et au passé, ça sera did. Si le verbe qui est dans la phrase n'est pas to be. Donc là, ce n'est pas to be, c'est to call. Donc, ça sera par exemple, did you call her? OK? Je vais vous donner un exemple avec le verbe to be, justement. Si je vous dis, est-ce qu'elle est sympa? Être sympa, c'est to be nice. OK. Est-elle sympa? Est-ce qu'elle est sympa? On enlève le est-ce que. Est-elle sympa? Donc, on fait notre inversion sujet-verbe. Donc, elle est sympa, c'est she's nice. On fait notre inversion. Tac, tac. Is she
nice. Et surtout pas does she, is she nice. Il n'y a pas de does. Pourquoi? Parce que c'est le verbe to be. Et on sait que quand c'est le verbe to be, ce qui n'était pas le cas ici, on ne peut pas employer ça. OK? Bon, on continue sur l'ordre des mots. Mais ça, c'est vraiment votre trame de fond, ce qu'il faut absolument avoir en tête pour la structure simple des phrases. Vous allez me dire, mais ça, je le savais, bien sûr. Alors, rentrons vraiment dans, non pas la difficulté, mais peut-être les erreurs concrètement que vous faites encore dans la langue de Shakespeare et qui mettent le bazar dans vos phrases. Peut-être avez-vous déjà entendu ce proverbe. Il est difficile de bien parler anglais, mais il est facile de mal le parler. Or, parfois, l'anglais, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas toujours le cas, loin de là, nous simplifie quand même la vie à nous francophones. En français, on peut dire une grande porte, mais aussi une voiture rouge. L'adjectif peut se mettre à gauche ou à droite. Et ça, c'est pas facile quand vous apprenez le français. Vous vous en fichez parce que vous le savez, vous le connaissez déjà sans même vous en rendre compte. Mais imaginez si vous deviez l'apprendre. Eh bien, en anglais, on met toujours l'adjectif à gauche du nom. Et ça, c'est une bénédiction totale. Évidemment, sauf quand c'est un attribut du sujet, c'est-à-dire après le verbe être. Mais là aussi, comme en français. Ou un verbe d'état, ici to seem, avoir l'air, paraître. Donc regardez. A white house, une voiture rouge. A long movie, un homme grand. Non, absolument pas un homme grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Sorry for that. A tall man, par exemple. Ou alors, a long movie, un film long. OK? The weather is cold. The weather. Weather. Vous voyez, en fait, votre première syllabe, elle va jusqu'à là. Et vous avez une accentuation qui est votre stress sur la première syllabe. Ce n'est pas the weather, non, the weather. The weather is cold. OK. She seems happy. On n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. Donc jusque-là, tout va bien. Mais regardez bien. Je pense que cette slide va vous rendre un énorme service. Lorsque vous avez deux adjectifs ou plus, on a tendance, on se dit, OK, chèque, c'est à gauche, facile, mais dans quel ordre je les mets? Retenez ceci. S'il y a vraiment un seul mot que vous pourriez retenir ou un seul sigle, c'est SACOM. Qu'est-ce que c'est? Le S, c'est pour size. Le A, c'est pour age. Le C, c'est pour color. Le O, c'est pour origin. Et le M, c'est pour material. OK? Donc, en fait, quand vous devez mettre les adjectifs dans le bon ordre, vous les mettez toujours dans l'ordre, plus le noun, SACOM, d'accord? Regardez. A large modern grey French stone building. Alors, évidemment, attention, ça c'est un exemple non pas tiré par les cheveux, mais qui est extrêmement rare. Donc, en fait, quand même un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est pour tout vous montrer. Donc là, vous avez size, age, color, origin, material, et ensuite vous avez building et non pas building. La première syllabe, c'est tout ça et le U ne s'entend pas, d'accord? Building. All right. Size, age, color, origin, material. A tiny old green wooden box, ok? Et c'est pas tiny, c'est tiny, c'est pas old, c'est old. C'est pas green, c'est green. C'est pas wooden, c'est wooden. C'est un O court. C'est exactement le même O court que vous avez dans look et box. Et d'ailleurs, en parlant d'exactement, ce que vous pouvez faire comme pour chaque vidéo, c'est exactement la même chose à chaque fois. J'essaye vraiment de vous faciliter votre apprentissage. Donc, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le récupérer, chers amis, et faites le quiz d'application pour voir, surtout avec l'ordre des mots, c'est hyper intéressant pour voir si vous avez bien mémorisé. Ça se fait très bien en quiz et c'est pour vous, juste ici, en cliquant sur le i en haut à droite ou dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Maintenant, on va passer au placement d'une catégorie de mots qui pose le plus de problèmes et qui engendre de nombreuses erreurs dans beaucoup de phrases chez les francophones et même si vous avez déjà de bonnes bases en anglais. Il s'agit du complément du nom. Alors, encore un terme de grammaire, Adrien, tu nous saoules. OK, hold on.
This is very concrete, actually. En français, on a tendance à dire la porte de la voiture. On ne va pas dire la porte-voiture. On va dire, par exemple, le jardin de ma mère. On ne va pas dire ma mère jardin. Donc, c'est un peu à chaque fois la même structure qui revient. En anglais, malheureusement, et alors là, ça se fait avec la pratique, soit vous utilisez la forme à la française, the door of the car, OK? Soit vous mettez ce qu'on appelle un génitif, c'est-à-dire, vous savez, ce cas possessif avec le apostrophe S. Ça marche pour les personnes, mais aussi pour les animaux, mais souvent beaucoup plus pour les personnes. Enfin, c'est beaucoup plus utilisé pour les êtres humains, pour dire tel être humain possède ça, ou tel groupe d'êtres humains. Le jardin de ma mère, my mother's garden, ou la voiture d'Adrien, Adrian's car. OK? Et parfois, vous aurez des noms composés, en fait, qui fonctionnent de cette façon. Là, c'est littéralement la station, pour faire vraiment un anglicisme horrible, la station du train, ou l'étang, la mare, l'endroit pour swimming, pour nager, en fait, la piscine. OK? Donc, à chaque fois, vous voyez, train va qualifier station, swimming va qualifier pool. So, a train station et pas a train, mais a train, c'est pas je me traîne comme ça. Non, non, c'est a train station. Je vous fais pas chut-chut, je vous évite ça. C'était tentant. Et a swimming pool, en fait, c'est la mare où vous nagez. Okay, pour faire simple. All right? La piscine. Mais, maintenant, on va parler de la catégorie, parce que ça, c'est déjà une source d'erreur, mais de la catégorie de mots sur lequel on se trompe le plus souvent lorsqu'on fait une phrase en anglais. Une dernière chose, ça vient petit à petit. Il n'y a malheureusement pas de règles très pratiques, très concrètes à vous donner, contrairement à ce qu'on voit juste maintenant. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les pièges et c'est là où je vois d'énormes fautes et notamment aussi chez les locuteurs natifs, c'est-à-dire par exemple les Américains, les Britanniques, etc., dont l'anglais est la langue maternelle. Si le pronom est sujet, pour la première personne, ce sera I. Par exemple, mon frère et moi vivons ici. Nous vivons ici. Vous voyez, c'est nous le sujet. Donc, c'est my brother, my brother, my brother. Ça, c'est la seconde syllabe et l'accentuation, elle est ici. My brother, my brother, my brother, and I live here. C'est pas my brother and me. C'est pas mon frère et moi, parce qu'en français, pardon, c'est toujours moi. Hop, j'enlève le curseur. Par contre, si c'est en objet, c'est entre moi et lui. Vous voyez, il y a entre, donc ça devient, ici on sait que c'est un object, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est this, c'est cela est, et après le complément, entre moi et lui. Du coup, c'est between him and me. Et ça, c'est une énorme source d'erreur. Donc, on refait quand même un petit rappel, la liste des pronoms sujet et objet. Donc, I, you, he, she, we, you, they. Vous devez le connaître par cœur. Et donc, en complément, me, you, his, her, us, you, OK, et them. Them. OK. Généralement, ça, c'est connu. Mais alors là, il faut vraiment que vous méfiez et vous pensez à ça. Ce que vous faites, vous retenez un exemple de chaque. My brother and I live here. Et that is between you and me, for example. OK? Et à chaque fois que vous avez un you and I, you and me, vous devez réfléchir. Est-ce que si c'est un sujet, pardon, je vais y arriver, ma pensée va plus vite que les mots sortent de ma bouche. Si c'est you and me, c'est donc c'est un complément. Si c'est you and I, c'est un sujet. Exactement. Maintenant, les adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence, c'est souvent, rarement, jamais, toujours, etc. Où est-ce qu'on les met? Et en fait, cela, c'est contre-intuitif pour nous francophones. Vous les mettez toujours avant le verbe. Et si vous avez une forme verbale composée, par exemple le present perfect, vous les mettez entre l'auxiliaire et le verbe. Sauf lorsqu'il s'agit du verbe to be. Voyons des exemples. We usually have dinner at 7. OK. Petite précision, vous voyez en fait le 7, comment il s'écrit en anglais. Attendez, voilà. Comme ceci. Donc, en fait, on a l'impression souvent que c'est un 1.
Et donc, le 1 en anglais, techniquement, c'est une barre verticale comme ceci. Donc ça, normalement, en anglais, ça n'existe pas. Donc, il boit rarement de l'alcool. He rarely drinks alcohol. Alcohol, OK? Alcohol. OK. Ici, on a notre S de la troisième personne du singulier, facile. Il boit rarement de l'alcool. C'est pas he drinks rarely alcohol. Non, c'est he rarely drinks alcohol. Donc là, par contre, si vous avez le verbe be, vous mettez votre adverbe de fréquence juste après. Elle est toujours à l'heure. She's always on time. Donc pour nous, ça devient plus intuitif. They are often busy et pas busy. Attention, c'est busy. Busy. Ceci, c'est un panneau. Attention, il ne veut pas me le laisser faire. Donc, vous savez ce qu'on va faire. Hop, voilà, magnifique. Magnifique. Busy. Là, c'est intuitif pour nous. Ce n'est pas le cas ici et ça, c'est une énorme source d'erreur. Donc, en fait, c'est une petite gymnastique intellectuelle qui vient avec, sous forme d'automatisme, avec la répétition, c'est-à-dire avec la pratique. Chaque fois, tac. C'est pour ça qu'il est très important de vous faire corriger vos fautes lorsque vous pratiquez l'anglais, que ce soit avec un prof, avec un correspondant, au sein d'un des programmes d'iSpeak Spoke Spoken, notamment dans l'académie, si vous voulez des cours de pratique, faites-vous corriger vos fautes par les profs. Ils le font généralement, mais si vous n'êtes pas sûr, posez la question. Et ce n'est pas fini. We haven't finished yet. Look. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme forme composée? J'ai toujours vécu ici. I've always lived here. Vous voyez, mon always, il est avant le verbe, qui est en fait sous forme de participe passé, mais il est après l'auxiliaire. Vous pouvez aussi noter cette phrase d'exemple si vous voulez une phrase complète avec un temps composé pour bien vous souvenir que notre adverbe de fréquence, il est entre l'auxiliaire et le verbe, ici sous forme de participe passé. Ceci est un L. Lived. Le problème, c'est que parfois, vous avez plusieurs compléments, pour le coup, circonstanciels, qui donnent les circonstances de lieu, où est-ce que ça s'est passé, de temps, quand est-ce que ça s'est déroulé. C'est vraiment des informations essentielles, donc on les utilise souvent dans une phrase. Et là, malheureusement, on a tendance à faire des bêtises. Donc, souvenez-vous ceci, temps et lieu. Temps, lieu. Temps, c'est T, lieu, c'est L. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe en anglais? Généralement, on met le lieu d'abord et le temps ensuite. Et pour vous en souvenir, souvenez-vous que le lieu, c'est L, le temps, c'est T. Et le L, moi, je m'en souviens comme ça, le L est avant le T dans l'alphabet. Donc, c'est toujours lieu et temps. Par exemple, il est resté à l'hôtel pendant 3 jours. Ici, le temps, c'est pendant 3 jours. Le lieu, c'est l'hôtel. Oui, je sais, je vous montre en français, mais regardez pourquoi on va passer à l'anglais. Ils sont arrivés à l'aéroport ce matin. Le lieu, c'est à l'aéroport et le temps, c'est ce matin. Donc là, on a de la chance, ça suit le français, c'est parfait. Si vous avez un complément de manière derrière, vous le mettrez toujours en 3e position. En anglais, ça nous donne « We had lunch at the restaurant last Sunday ». OK, restaurant. He stayed at the hotel for 3 days. Hotel, hotel. Vous voyez, vous avez votre accentuation sur la seconde syllabe. He stayed at the hotel for 3 days. They arrived at the airport this morning. Easy. Dernière règle extrêmement importante. En anglais, vous avez des verbes irréguliers et des verbes réguliers. Donc ça, on sait à peu près ce que c'est généralement. Je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, vous avez des verbes prépositionnels, c'est-à-dire des verbes dont le complément est introduit par une préposition. Par exemple, to talk to someone, parler à quelqu'un. Mais certains de ces verbes, donc des verbes vraiment de base, comme par exemple, ça tombe bien, to take, peuvent être aussi des phrasal verbs. Qu'est-ce qu'un phrasal verb? On ne met pas ce qu'on appelle une préposition derrière, mais on met une
particule et cette particule, elle ne sert pas à introduire le complément, d'accord? Par exemple, parler à quelqu'un, comme on le fait en français, mais elle sert en fait à modifier le sens du verbe de base ou à l'augmenter ce sens, d'accord? Par exemple, to take, c'est prendre et off, ça indique une cassure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever, mais ça veut aussi dire décoller. Un même phrasal verb peut avoir deux sens. Et un même verbe de base, to take, peut avoir plusieurs phrasal verbs. Par exemple, si je vous dis to take out, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tuer au sens de descendre quelqu'un. OK. Donc vous allez me dire, OK, bon, super, Adrien, je le savais plus ou moins, pas forcément, c'est une bonne révision, mais. Là où je veux en venir, c'est l'ordre des mots. Puisque, regardez, si je vous dis give up smoking or give smoking up, les deux sont possibles, ça veut dire arrête le tabagisme, donc en fait, arrête de fumer. Voyez ce qui s'est passé. Ici, mon nom, je l'ai mis avant ma particule ou je l'ai mis après ma particule, puisque to give, qui est aussi un verbe irrégulier. Ben oui, parce qu'un phrasal verb peut être aussi un verbe irrégulier. Hein? Ça serait trop facile sinon. To give, gave, given. Si je rajoute up, ça me donne abandonner. D'accord? Abandonner. Magnifique. Oh, quelle écriture. J'écris presque comme un médecin. Presque. J'ai toujours un petit peu d'optimisme. All right. Désolé s'il y a des médecins qui nous regardent, mais très honnêtement, parfois, les ordonnances sont plus ou moins indéchiffrables. Je pense que vous en conviendrez. Pas toujours, peut-être maintenant c'est numérique, je ne sais pas exactement. So, revenons à nos moutons. Même chose, look to look, c'est regarder. To look up a word, ça veut dire littéralement regarder dans le dictionnaire. Ça peut avoir ce phrasal verb, c'est formidable parce que ça donne des sens extrêmement précis au verbe grâce à l'ajout de cette particule. Look up the word or look the word up. Donc là, vous dites, c'est super, je peux mettre en fait mon complément toujours avant ou après la particule. Je n'ai pas trop à y réfléchir. Mais alors, faites attention parce que là, c'est super facile. Vous dites, je peux le mettre après, avant le complément, je n'ai pas trop à réfléchir. Sauf que ça ne marche pas lorsque c'est un pronom. Donc, typiquement, ça va être it, him, her. Vous savez, ces pronoms compléments qu'on a vus, them, etc., justement. On va pouvoir dire, par exemple, take it off, pour dire enlève-le. Take it off. Mais par contre, si je vous dis enlevez votre chapeau, take off your hat ou take your hat off. C'est comme on veut, puisque là, your hat, ce n'est plus un pronom. Souvenez-vous de la liste des pronoms compléments qu'on a vus. His, her, them, me, you, etc. OK? Donc ça, une fois que vous l'avez compris, le plus important là, c'est vraiment de comprendre ce dont je vous parle. Et d'ailleurs, vous voyez que si on n'a pas les éléments essentiels de grammaire, j'ai essayé de faire simple. J'espère que ce n'est pas technique et que ce n'est pas ennuyant pour vous, justement. Mais il faut quand même des notions de base pour comprendre comment est construite une phrase, donc comment je vais pouvoir exprimer mon idée à travers une phrase en anglais sans faire n'importe quoi et donc avoir les éléments dans le bon ordre. Voilà, chers amis, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'oubliez pas ces deux acronymes très importants. SVO, c'est votre structure de base, subject, verb, object. Et pour l'ordre des adjectifs, lorsque vous en avez plusieurs, si vous doutez, il suffit de se souvenir de SACOM qui est size, age, color, origin, material. Easy peasy. Si vous avez des questions, c'est juste en dessous. Si vous voulez récupérer le cours, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et bien évidemment, pour toute question, dans la section commentaires, je suis à votre entière disposition. So, have a nice day. Bye bye.